Donc je vais vous présenter un travail que j'ai fait récemment avec mon camarade Fabrice Soumassia. En fait, il a eu la bonne idée de m'inviter en décembre, donc j'ai échappé à mes activités administratives. Et on a remarqué qu'en fait, les méthodes qu'on avait développées dans un autre cadre s'appliquaient en fait sur des problèmes que je vais vous raconter, sur des équations de Schrödinger avec des potentiels périodiques. Voilà. Alors, en fait, je dois dire que c'est des travaux qui sont tout juste en cours. Donc, il se pourrait bien que au niveau de la bibliographie, je ne sois pas complètement baquée. Donc, si vous avez des remarques à faire, ce seront les bienvenus. Ça me permettra de préciser les choses dans mon esprit. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit de l'équation de Schrödinger dans un réseau. Donc, je vais vous présenter le problème. Dans ce genre de contexte, on utilise souvent la décomposition en ondes de blocs, et donc je vais introduire des définitions sur les ondes de blocs qui vont me permettre de préciser mes hypothèses et d'énoncer mon résultat. Bon, dans un deuxième temps, je parlerai de la stratégie de la preuve, qui utilise les mesures de Wigner, comme je l'ai annoncé dans le titre. Et on verra que pour démontrer le théorème que je ne vous ai pas encore donné, il va y avoir une des parties qui va être importante, ça va être la composante sur un des modes de bloc, et qu'il faudra finalement dans une troisième partie, le cœur de l'analyse, ce sera vraiment de se concentrer sur cette composante. Je rentre un peu plus dans les détails. Donc je prends cette équation de Schrödinger, I dt psi epsilon, plus 1,5 du Laplacien de psi, plus 1 sur epsilon carré V gamma de x sur epsilon psi epsilon, plus V extérieur de x psi epsilon égale 0. Donc V gamma, c'est un potentiel périodique par rapport à un réseau. Là, j'ai pris Z2. V extérieur, c'est un potentiel extérieur. Et je me suis placée en dimension 2 parce que si vous regardez le 1 sur epsilon carré, voilà, 1 sur epsilon carré V gamma de x sur epsilon, ça veut dire que j'ai une espèce de bosse au-dessus de mes points du réseau, par exemple. Mettons que mon réseau, c'est ZD. Donc mon réseau, il est comme ça. Et mon potentiel, il peut, par exemple, faire des petites bosses au-dessus des points du réseau. Voilà. Des petites bosses qui tendent vers des masses de Dirac. Donc le scaling 1 sur epsilon carré ici, il est assez agréable en dimension 2. Il a plus de sens en dimension 2. Voilà. Alors maintenant, si on regarde cette équation, donc pour ceux qui me connaissent, je suis accro au semi-classique. Chacun ses drogues. Là, ce n'est pas une équation semi-classique, parce que si je multiplie par... je peux évidemment me dire je veux avoir du epsilon carré devant mon Laplacien, mais dans ce cas-là, j'ai un epsilon carré devant le dt, et ce n'est pas l'équation favorite des semi-classiques. Par contre, qu'est-ce que je vois ? Je vois arriver mon potentiel périodique ici, et puis mon potentiel extérieur, il est finalement assez faible, puisque le epsilon carré apparaît devant. Okay. Donc elle n'est pas semi-classique, parce que si je faisais du semi-classique, ici j'aurais epsilon, juste pour les... Voilà, ce serait... Je vais l'appeler, pas U, je vais l'appeler phi, grand phi, mettons. Ça, ce serait l'équation semi-classique que les gens regardent d'habitude. Okay, mais le lien entre les deux, il est simple, psi epsilon de t, c'est phi epsilon de t sur epsilon. Bon, je dis ça, c'est une remarque un peu pour les gens qui ont l'habitude de raisonner en semi-classique. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est du semi-classique, mais en temps d'ordre 1 sur epsilon. Et c'est comme ça qu'on peut le penser. Voilà, alors, je précise mes données. Psi epsilon 0, c'est une famille uniformément bornée dans L2. Ça veut dire que j'ai une constante. Voilà, la norme L2 plus petite qu'une constante. V gamma, c'est mon potentiel périodique. V extérieur, mon potentiel extérieur, que je suppose c'est 1, en gros, c'est ce qui me suffit. Et epsilon est petit. Et je m'intéresse aux densités d'énergie, donc que je définis de cette manière. Je moyenne en temps, sur un temps grand T, je calcule la moyenne en temps de l'intégrale de A contre psi carré. Et je m'intéresse à ce qui se passe quand epsilon tend vers 0. Donc quand mon potentiel ici, qui était des petites bosses au-dessus de mon réseau, les pics deviennent de plus en plus aigus, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'évolution de cette affaire-là ? Voilà. Alors, pour préciser mes notations, j'ai dit que j'avais besoin des ondes de bloc. Alors c'est une petite parenthèse, définition.
j'appelle P de xi cet opérateur. Donc vous retrouvez mon potentiel V gamma. Vous avez 1 demi de xi plus dy au carré. Donc c'est une famille d'opérateurs qui dépendent d'un paramètre xi que j'ai pris dans RD. Et c'est un opérateur sur le tor. Bon, ça tend bien à ce que le tor soit important dans notre réseau. C'est absurde. Soit vous voyez pourquoi ça va apparaître, soit vous le verrez plus tard. On va le prendre comme ça, comme une définition. Cet opérateur-là, il est auto-adjoint sur L2 du tor. Il a une résolvante compacte. Je considère la suite de ses valeurs propres. Ça me fait une suite lambda j de valeurs propres qui tend vers plus infini. Je regarde la base de fonctions propres associées. Donc les fonctions propres qui vont dépendre de xi, telles que p de xi phi n égale lambda n phi n, et donc périodique en y. Et ce que j'obtiens, c'est du fait que mon opérateur p de xi plus k, eh ben, il est unitairement équivalent à p de xi quand je prends un k dans 2πz2, ça vient de la périodicité. Ces fonctions lambda n de xi et lambda de xi sont 2πz2 périodiques, okay, pour tout n. Donc ça va, il faut garder ça en tête. Donc c'est des braves fonctions continues, 2πz2 périodiques, et sous certaines de ces hypothèses, on va gagner de la régularité sur les valeurs propres ou les fonctions propres. Voilà. Alors mes hypothèses, ça va être que je considère justement un mode de bloc qui est de multiplicité constante 1. D'accord ? Donc ça peut être le premier, par exemple, ça peut être un autre, n'importe lequel. Tout ce que je suppose, c'est que ces valeurs propres là, qui sont... je vais mettre xi, je regarde sur une période. J'ai lambda 1, lambda 2. Bon, bah, je peux avoir des valeurs propres qui, en un point, se croisent, et donc lambda 2 n'est pas de multiplicité constante, puisqu'ici, elle est de multiplicité 2 près de ce xi chapeau. Voilà. Bon, bah, je m'intéresse à une valeur propre qui, elle, est bien isolée du reste du spectre. Okay. Donc là, la théorie des perturbations, elle nous permet de montrer que sous ces conditions, la valeur propre est régulière et la fonction propre associée aussi. Donc on est dans un cadre très smooth, régulier. Okay. Je vais faire l'hypothèse à un moment dans mon exposé que la Hessienne de cette valeur propre est non dégénérée en tout point critique de xi. Donc maintenant j'ai une fonction lambda j qui est c infini, elle est périodique, bon, bah, elle a des points critiques. Okay. Je vais avoir essentiellement ce qui va m'intéresser, c'est des points critiques isolés, et une façon de supposer qu'ils sont isolés, c'est que je peux supposer que la Hessienne est non dégénérée. Voilà. Et ma donnée initiale, je suppose qu'elle est dirigée suivant ce mode de bloc. Donc je regarde des données initiales, psi epsilon 0 de x, qui sont de la forme u epsilon 0 de x, une fonction uniformément bornée dans L2, fois vj de x sur epsilon. Donc je vous rappelle, la périodicité là-bas, sur l'équation, elle apparaît justement avec le x sur epsilon. Donc je prends une donnée comme ça, et je suppose en plus que ce u epsilon 0, je contrôle un peu ses fréquences en epsilon, la taille de ces fréquences, des fréquences de ces oscillations par rapport à epsilon. Je mets une hypothèse que j'appelle d'epsilon oscillation, c'est qu'en fait, les oscillations de cette fonction, quand je la regarde en Fourier, la taille des xi qui sont importants, ne sont pas plus grands que 1 sur epsilon. Donc les oscillations de ma fonction sont de taille 1 sur epsilon, et c'est justement le epsilon qui apparaît dans mon équation, qui est critique, la façon dont mon Dirac va dont mes masses au-dessus des points de mon graphe se focalisent. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire des limites de ces densités d'énergie? Eh bien, on va pouvoir montrer que si je regarde la limite des j epsilon de A, donc je vous rappelle que j epsilon de A, c'était 1 sur 2t l'intégrale, donc je moyennise en temps la densité d'énergie. Il se passe un phénomène intéressant qui est que ça s'étale. Hein. C'est absolument continu. La limite, la mesure limite, finalement, de ces choses-là est une fonction absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, qui est décrite par une fonction. Donc,
Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que le gamma de t, on peut en dire des choses en travaillant en fonction de quantités qui sont reliées à ma donnée, la u epsilon 0. Je n'ai pas écrit comment je prenais ma donnée là-bas. Donc ça, c'est une parenthèse. Voilà, donc ma donnée, psi epsilon 0, c'est u epsilon 0 de x phi j de x sur epsilon. Voilà, et on a dit que p de xi, c'est un mode de bloc, égale lambda j de xi, phi j de xi. Et p de xi, c'est mon opérateur, xi plus dy au carré, plus v gamma de y sur le tore. On est en dimension 2. Okay. Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse que je vais proposer, c'est qu'on peut se rendre compte que si j'avais l'hypothèse sur la hessienne, que j'ai mise que la hessienne est non dégénérée au voisinage des points critiques, si cette hypothèse tombe, eh bien, on peut perdre ce caractère de cet effet de régularisation qu'on obtient en moyennant en temps. Okay. Alors, en fait, évidemment, il y a des résultats dans la littérature, en particulier des travaux de Grégoire Allaire avec Piatnitsky et de Allaire, Palombaro et Roche, hein, qui vont exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils prennent des données initiales qui sont de cette forme, okay, sauf que le u epsilon 0, il est bien préparé, au sens où on sait exactement comment il est. Alors, si je me souviens bien, il est comme ça, enfin je me souviens bien en fait. Phi de x, d'accord, il oscille exactement au voisinage d'un xi 0, et le xi 0, c'est un point critique de la valeur propre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans leur approche, comme ils ont des données plus particulières, ils sont capables de dire beaucoup plus que seulement l'évolution de ces quantités moyennées. Ils sont capables d'obtenir une description de la solution. Moi, ici, j'ai un point de vue un peu différent, qui est de dire je ne sais absolument rien sur ma donnée initiale, à part qu'elle est dirigée suivant ce phi j, mais vous voyez que mon u epsilon 0, il peut être très très sale. Il peut essentiellement faire des choses horribles. Et je peux quand même dire quelque chose, je peux quand même dire que ce qu'on observe pour les données bien préparées de Grégoire Allaire, eh bien, je vais l'observer pour mes données générales, à condition que je sache que la hessienne de lambda j est non dégénérée au voisinage des points critiques. D'accord ? Voilà. Alors, je voulais aussi vous mettre, pour les gens qui connaîtraient les travaux de Patrick Gérard et de Lyons et de Paul Parker, je vous mets en garde sur une grosse différence. C'est que eux, ils regardent l'équation semi-classique, que j'ai mis ici entre parenthèses, et ils la regardent en temps fini, temps t par t, sur des intervalles de temps. D'accord ? Là, notre point de vue, il est différent parce que je n'ai pas le scaling semi-classique, je suis en epsilon carré. Ça veut dire que je travaille comme eux, sauf que je travaille en temps grand et en moyennant en temps. Ça veut dire que certains réflexes qu'on peut avoir sur les mesures semi-classiques changent complètement. Je dis ça pour Jean-Yves, par exemple. Donc là où avant, je te disais, il y a du transport, et ben là, je dirais, il y a de l'invariance. D'accord ? C'est différent. Et c'est assez intéressant de voir qu'on peut... Donc Patrick Gérard, en particulier, avait travaillé sur cette équation-là. Enfin, c'est le premier papier de maths que j'ai lu. Ça me rajeunit pas. Et voilà, et on peut dire des choses sur la mesure semi-classique, mais on ne peut pas dire autant que ce qu'on peut dire dans ce cadre-là, où on regarde sur des temps plus grands. Le fait de regarder sur des temps plus grands entraîne des phénomènes de moyennisation qui sont assez intéressants. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer tout ça. Pourquoi est-ce que, même si mon u epsilon 0, il est absolument sordide, pourquoi est-ce que j'ai ce phénomène d'étalement ? Ouais. Mon grand T, c'est essentiellement n'importe quoi, mais je peux le faire tendre vers l'infini si j'ai envie après. Là, pour le moment, je le prends quelconque. En fait, ce que je vais faire, c'est... Là, j'ai une fonction de L1 qui est l'indicatrice, 1 sur 2t, l'indicatrice de moins tt, mais je peux le remplacer par essentiellement n'importe quelle fonction de L1 en temps. On regarde la moyennisation. Mais on peut faire après tendre le t. Mais là, je n'ai pas regardé ce que ça faisait si je fais tendre le grand t vers l'infini. Du point de vue de la physique, effectivement, on a envie de faire ça. Pour avoir l'analyse de quantité macroscopique, en général, ce que font les physiciens, c'est qu'ils vont ensuite faire tendre t vers l'infini. Et c'est effectivement quelque chose que je voudrais faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va juste se concentrer sur qu'est-ce qui se passe pour l'évolution de ces quantités-là. Hein, ou plus généralement, je pourrais prendre des fonctions qui dans L1 de R,
Et regardez des choses comme ça, pas 1 sur 2t, l'intégrale de qui de t, donc l'intégrale sur R, l'intégrale sur R2, A de tx. C'est ces quantités-là qui m'intéressent. Ouais. C'est lié au fait qu'on a l'impression que le second membre ne dépend pas de t, puisqu'il y a une limite. Est-ce que ça veut dire que le grand t... Gamma dépend de t. Non, le grand t, je prends une sous-suite qui marche pour tous les grands t. Donc ça veut dire que le second membre ne dépend pas de grand t. Ouais. Ok. Bon, on va prendre un énoncé. Donc, je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc, stratégie de la preuve. Donc, en fait, il y a 3 idées. La première idée, c'est toujours la même. C'est que on ne va pas y arriver en travaillant qu'en X. Il faut avoir une... je vais tomber. On va se placer dans l'espace des phases, c'est-à-dire essayer de travailler en même temps en Fourier, et prendre les oscillations en Fourier en compte en même temps que les phénomènes de concentration qui peuvent arriver en X. Donc on va travailler avec la transformée de Wigner qui va jouer le rôle de densité généralisée dans l'espace des phases. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans un premier temps. Et puis on va relier cette quantité J epsilon de A avec quelque chose qui sera la limite de transformée de Wigner. Les limites de transformée de Wigner, ce sera des mesures de Wigner. Donc la première idée, c'est ça. On va faire de l'analyse microlocale, on se place dans l'espace des phases. La deuxième idée, évidemment, comme j'ai introduit mes ondes de blocs, je vais justement travailler avec la décomposition de blocs. Et on va utiliser à fond qu'on a une valeur propre ici, qu'on a isolée du reste du spectre de notre opérateur. On est focalisé sur un mode qui est isolé et que du coup, la solution va rester à l'ordre dominant localisée sur le même mode. Donc ça va nous permettre, en fait, quand je disais on va étudier juste la composante sur le mode de bloc, c'est justement parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle adiabatique. J'ai une adiabatos, c'est séparé en grec. J'ai un mode qui est séparé, et si je prends une donnée initiale qui vit sur ce mode, je vais rester à l'ordre dominant dans ce mode. Voilà, donc dans un premier temps, dans cette section stratégie de la preuve, je vais essayer de bien expliquer ces points-là pour motiver la dernière partie de l'exposé où on se concentrera sur cette composante sur le mode de bloc. Alors, l'idée de la transformée de Wigner, c'est de faire un... On agrandit, on travaille sur R2, on va travailler dans l'espace des phases, le cotangent. Donc je rajoute une variable, xi, c'est les variables de position et d'impulsion des physiciens. On est vraiment dans le cadre de la mécanique quantique. Et je définis W epsilon de Tx xi comme 2pi puissance moins 2, l'intégrale de pi epsilon bar de T et de x plus epsilon v sur 2, psi epsilon de T et de x moins epsilon v sur 2, exponentielle i v xi dv. Okay. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est que si vous intégrez ça en xi, vous récupérez la masse de Dirac en v, et vous retrouvez avec psi epsilon de Tx au carré. Donc quand je projette ce truc, cette quantité, quand je la projette sur l'espace des X, je récupère ma densité d'énergie, justement, lui. D'accord ? Qu'est-ce que je gagne en faisant ça ? Je gagne que j'ai une variable en plus et je vais pouvoir décrire plus facilement les affaires parce que je vais prendre en compte plus de phénomènes. Okay ? Et donc, les quantités qui vont m'intéresser, c'est ces J tilde epsilon de Aki, où j'ai fait apparaître une fonction en temps, comme je vous disais ici, ce qui m'intéresse finalement, que je moyenne sur en temps en mettant 1 ou que je mette une fonction, finalement, ça ne va pas me changer radicalement les choses. Et je vais observer cette fonction W epsilon contre tester cette fonction. C'est une fonction de L1, je vais la tester contre des fonctions test à support compact A2x xi. D'accord ? Et ensuite, je vais voir ce que je peux récupérer à la limite quand je fais tendre epsilon vers 0, sachant que si je prends une fonction ici, là je l'ai pris à support compact, mais finalement si je prends une fonction qui ne dépend pas de la variable xi, je peux toujours calculer mon affaire là, et qu'est-ce que je vais récupérer ? J'intègre en xi, j'ai ma masse de Dirac et je récupère exactement ces quantités-là. Donc les quantités initiales qui m'intéressaient, parce que du point de vue de la physique, c'est la quantité intéressante, je vais la récupérer simplement en étudiant ces fonctions J tilde epsilon, qui sont
un peu plus raffinés parce qu'ils sont plus, voilà, ils prennent en compte l'espace des phases, la physique des choses. Ça va? Ouais. À la fin, oui. Ah si, je peux avoir quelque chose sur les fonctions qui dépendent de xi. Si, je peux. Bah, tu vas voir ce que. Ouais, je vais tout te dire. Puis après, tu me demanderas si je t'ai pas tout dit. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est bien gentil, mais moi, je veux passer à la limite. D'accord? Donc, il y a quand même faut quand même. Qu'est-ce qui se passe à la limite? Ces objets W epsilon, ils sont un peu plus compliqués. Je veux dire, ici, j'ai quelque chose de positif. Ma densité, là, je peux parler de densité de proba. Si je prends un truc psi epsilon de norme 1, d'accord, j'ai une densité de proba. Quand je regarde mon W epsilon, là, j'ai une quantité qui n'a pas de signe. Elle est complexe, c'est un brave nombre complexe, il n'a pas de signe. Mais il n'empêche que le miracle, c'est qu'à la limite, j'obtiens, il est décrit par une mesure positive. C'est-à-dire que quand vous passez à la limite, ça définit une distribution, et cette distribution est positive, donc c'est une mesure. Okay, donc ça, c'est vraiment la théorie des mesures de Wigner telle qu'elle a été développée par Gérard, Lyons, Paul, etc. Dans les années 90. On a une mesure au bout. D'accord ? Sauf que là, j'ai une mesure, mais la positivité vient exactement de la même manière que ce qu'ils font, hein, mais j'ai intégré en temps, j'ai fait les choses un peu différemment. D'accord ? Ce n'est pas exactement la même, mais conceptuellement, c'est la même chose. Donc ce qui va m'intéresser, c'est cette mesure, parce que du fait que de cette hypothèse d'epsilon oscillation que j'ai mis sur ma donnée initiale, là-bas, eh bien, j'ai un contrôle des grandes fréquences, qui sont pas, on a dit qu'elles n'étaient pas plus grandes que 1 sur epsilon. Ce contrôle, il va passer à chaque instant t, je vais toujours avoir ce contrôle des grandes fréquences, donc il faut travailler, il faut le démontrer. Et la limite, le fait que je remplace ici ma fonction support compact par une fonction qui dépend que de x, ça va quand même, je vais quand même obtenir toute la limite. Je n'ai pas de perte de masse à l'infini parce que j'ai mis cette hypothèse d'epsilon oscillation. Donc en gros, ma transformée de Wigner que j'ai écrit avant, là, ou avec un epsilon ici, voilà, vous faites un changement de variable epsilon v égale w, là, et vous récupérez un xi sur epsilon. Donc on a pris la grille d'analyse qui était la taille de nos fréquences de notre fonction. On a dit que les fréquences de notre fonction qu'on veut analyser ne sont pas plus grosses que 1 sur epsilon. Et justement, dans Wigner, et ben en fait, là, on a mis le epsilon qui est le bon. Du coup, on va pouvoir passer à la limite aussi dans ces quantités j epsilon de A, j epsilon de phi, et à la limite, on va récupérer exactement la projection, cette mesure. Donc la mesure que je cherche, ici, la mesure limite qui va me décrire la limite des j epsilon de A, la mesure limite de la densité ici, ça va être la projection sur l'espace des xi des petits mt. Donc si je veux montrer que ce truc-là, ce que je veux montrer, c'est que ça tend quand epsilon tend vers 0, bon, une tout de suite près vers quelque chose qui est absolument continu par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc il suffit que je montre que, que ma mesure mt, ces mesures de Wigner, leur projection sur l'espace des x est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc notre but, là, c'est de dire comment sont ces mesures mt. Quelle est leur tête? Qu'est-ce qu'elles ont comme propriété? Qu'est-ce que je peux en dire? Et est-ce que je peux dire que quand je les projette, j'obtiens un truc absolument continu? Alors, on y va. Et on commence par se dire, je vais utiliser ma maison de blocs pour simplifier la représentation de ma solution. Okay. Donc ce qu'on remarque, c'est un petit calcul, c'est que je peux trouver psi epsilon sous la forme d'un grand U epsilon de Tx, x sur epsilon, ou grand U epsilon de Txy, qui est une fonction des variables x dans R2 et y dans le tor, et solution de cette équation, I epsilon carré dtu égale P de epsilon du plus epsilon carré vu. Okay, donc exactement avec l'opérateur P de xi qu'on a introduit ici, ça c'est un calcul. Et avec une donnée initiale qui est, je l'ai mis en Fourier parce que c'est plus pratique, quand je fais Fourier de ma donnée initiale,
j'ai la multiplication du Fourier de mon u epsilon 0 qui contient toutes les horreurs de la donnée initiale, fois le phi de xi y, donc la valeur propre le vecteur propre de l'opérateur P. Okay, donc là, je me retrouve avec la solution d'un EDP. Je sais que la donnée initiale, elle est focalisée suivant un mode. Okay, et ben, du coup, je peux montrer que sur des temps, sur des temps, donc ça c'est de l'ordre de, donc là je suis en temps t, mon t il est sur mon espace, mon t il est essentiellement sur des domaines finis, hein, parce que ici je vais prendre qui, c'est infini à support compact sur R, et puis par densité j'obtiendrai mon résultat, donc je me limite à des fonctions qui à support compact, donc mon t il est sur un compact, okay, et mon u epsilon sur des compacts, en temps, je peux l'approcher par quelque chose qui est aussi focalisé. Donc j'ai appelé phi de epsilon dy u epsilon de tx, donc la fonction qui en Fourier est phi de xi y u epsilon chapeau de txi, c'est juste un multiplicateur de Fourier. Et bien, et u petit u epsilon, c'est solution de l'équation valeur propre. C'est le théorème adiabatique, dans un cadre un peu quasiment le cadre usuel, sauf qu'on n'a pas exactement les mêmes scaling, ça se démontre de la même manière. Okay. Donc voilà. La composante de psi epsilon sur phi j, finalement, c'est un petit u epsilon qui est solution de cette jolie équation. Okay. Imaginez que le potentiel extérieur soit nul. Ça, c'est le Vxt, il a perdu son xt, mais c'est le Vxt. Bah, cette équation, elle est élémentaire. Vous pouvez la résoudre en Fourier, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Et du point de vue de l'analyse, le potentiel, ici, il est quand même il agit très faiblement puisqu'il y a un epsilon carré. Il agit très faiblement, mais comme ici on a un epsilon carré, dès que vous faites une estimation d'énergie, vous le voyez. Enfin, vous voyez exactement le... Voilà, si je joue à faire regarder l'évolution de quantité, d sur dt de p u epsilon, ben ça va être 1 sur epsilon carré, et donc je vais le dtu et je vais perdre ce truc. Okay. Voilà, donc on va se concentrer en fait sur ce petit u epsilon. Et ce que je prétends, c'est qu'on peut, si je connais parfaitement la mesure de Wigner du petit u epsilon, je pourrais dire des choses sur la mesure de Wigner du psi epsilon. D'accord ? Alors pourquoi ça ? Ça, c'est des remarques que Patrick Gérard avait fait dans les années 90. Parce que mon phi j de xi et de y, on a vu que c'était une fonction qui était 2π. Il manque un 2π. 2π z2 périodique. Donc, je la décompose en série de Fourier. Et ça me permet de décomposer mon psi epsilon de t en une somme de psi epsilon k où je vois intervenir les coefficients de Fourier de phi j. D'accord ? Et une oscillation. Donc, la mesure de Wigner de quelque chose qui est de cette forme-là, la mesure des Wigner des psi epsilon k, elle va s'exprimer simplement en fonction de la mesure de Wigner de u epsilon. Pardon, oui, voilà. Donc, je note petit w epsilon a transformé de Wigner de u epsilon, exactement de la même manière que tout à l'heure. Et je vais regarder l'ensemble de ces mesures de Wigner, donc les limites faibles possibles de ces w epsilon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans un premier temps, ces psi epsilon k, eh bien, leur mesure, comme il y a cette affaire de translation, ici, enfin de translation en fréquence, c'est des oscillations selon le vecteur k sur epsilon, ces mesures de Wigner, c'est simplement les translater de k, suivant le vecteur k, de ma mesure de u epsilon. Donc si je connais la mesure de Wigner de u epsilon, je connais celle de psi epsilon k, il y a juste une translation de vecteur k. Ensuite, quand je fais la somme de deux éléments, bah, je sais que la mesure de Wigner de la somme de deux éléments, c'est la mesure de l'un plus la mesure de l'autre, plus un troisième terme, qui n'est plus positif, mais qui a le bon goût d'être absolument continu par rapport aux deux premiers. Okay. Donc si je sais que la mesure de Wigner de u epsilon est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, quand je la projette sur l'espace des x, bah, je vais le récupérer pour le psi epsilon. Parce que celle-là, ça va être aussi vrai quand je vais les projeter. Et ensuite, là, c'est vrai, c'est absolument continu. Là, ce sera absolument continu. Celui-là, il est absolument continu par rapport aux deux autres, donc il est absolument continu. Donc, quand je vais faire mon développement, je vais récupérer que des termes qui vont être sympathiques et absolument continus par rapport à la mesure de Wigner. Donc, le bilan de l'affaire,
c'est qu'on va juste s'intéresser à petit u epsilon, ce que j'appelle la composante de bloc de psi epsilon, et en particulier à sa transformée de Wigner, W epsilon, et donc aux limites de cette transformée de Wigner. J'ai perdu tout le monde ou pas? Non? Non, hein? Non. Ça va? Il y a des questions? Je suis allée un peu vite. Bon, très bien. Donc je m'intéresse à ma composante de bloc. Okay, donc juste pour se fixer les idées. Donc maintenant, mon problème, il a un peu disparu. Je l'oublie. Et le problème que je regarde, c'est l'équation I epsilon carré dtu epsilon plus, ou égal, je ne sais plus, lambda j de epsilon d u epsilon plus epsilon carré v de x plus... Oui, le potentiel il était en ma valeur propre, donc il n'y a pas de souci. Epsilon carré v de x, donc ça c'est mon potentiel extérieur, u epsilon. Et j'ai une donnée initiale, u epsilon 0, qui est essentiellement n'importe quoi. Tout ce que je sais là-dessus, c'est qu'elle est de norme L2 finie, et puis qu'elle est epsilon oscillante, c'est-à-dire que ses fréquences d'oscillation ne sont pas plus grandes que 1 sur epsilon. D'accord ? Et je veux décrire la mesure de cette affaire-là, et ce que je veux montrer, c'est que sa mesure de Wigner, donc si mu est une mesure de Wigner de epsilon, alors quand je la projette sur l'espace des xi, muté, c'est absolument continu par rapport à dx. Okay, c'est ça l'enjeu de ce qu'on veut faire. Alors comment on va faire? On va regarder les propriétés de ces mesures. La première propriété, ça va être une propriété d'invariance par rapport à un flot. Okay. Et cette propriété d'invariance par rapport à un flot va impliquer que, comme ma mesure, c'est quelque chose que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est que cette mesure, elle est finie, non, parce qu'elle est contrôlée par la masse par la constante ici. Hein, donc la masse de muté, elle est plus petite que cette constante, c'est 0. D'accord, donc cette invariance et le fait que ma mesure est de masse finie va entraîner qu'elle ne peut se localiser qu'à certains endroits. Et ces certains endroits, c'est les points critiques des valeurs propres de lambda j. Donc on voit le rôle important des points critiques, hein, des valeurs propres de la valeur propre. Donc cette mesure, elle est localisée là. Et ensuite, on va faire une analyse à 2 échelles de cette mesure, au-dessus des points critiques, pour caractériser la façon dont la concentration au-dessus du point. Et ce qu'on va voir, c'est que les seuls objets, donc tout ce qui reste dans cette analyse à 2 échelles, sous l'hypothèse que la hessienne est non dégénérée, eh bien, ça implique qu'il reste juste une partie absolument continue. Bon, c'est un petit peu obscur. Donc l'analyse ici qu'on va faire, c'est en fait une analyse qui est... Bon, c'est des vieux travaux de Francis Neer et de moi-même pendant ma thèse, des travaux qu'on a menés indépendamment. En fait, on va réutiliser cette technique, mais dans l'esprit de ce qui a été développé par Fabrizio Massia et dans ses travaux aussi avec Nalini Anantaraman et moi-même. Et là, le FG, j'avais pensé à des travaux que j'ai développés avec Patrick Gérard, mais c'est un petit peu différent. C'est une analyse à 2 échelles, mais avec des échelles différentes. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment cette analyse à 2 échelles, elle permet de dire le machin est absolument continu. D'accord ? On sait où il est localisé, ça c'est l'analyse micro-locale, et là je me rajoute, je fouille un peu, en fait je vais faire une deuxième micro-localisation, et ça va me permettre de dire la masse qui est là, en fait, c'est quelque chose qui est absolument continu. Et ça c'est vraiment une approche qui a été développée par Fabrizio Massia, mais qui est très puissante, comme celui qui l'a fait, je peux le dire. J'apprécie ça. C'est un outil très, très, très agréable. Voilà, donc mon flow, le flow que j'introduis, c'est ce flow phi1s. À x, j'associe x plus s gradient lambda j de xi. Okay, donc c'est des braves droites, un flow sympathique.
Et je prétends que toute semi-classical, c'est Wigner, toute mesure de Wigner associée avec U epsilon est invariante par ce flot. D'accord ? Alors pourquoi c'est vrai ? Ça vient simplement du calcul. Pour montrer ça, qu'est-ce qu'il faut que je montre ? Alors je n'ai pas énoncé, mais je n'ai pas gardé la mémoire de ce que c'est que ces quantités I epsilon. I epsilon de A, c'est les mêmes que les J epsilon, mais pour U. D'accord ? Donc ça, c'est l'intégrale de qui de T. Mais en version Wigner, petit w epsilon de Tx xi, dt dx dxi. Okay. La mesure de Wigner, c'est ce qui caractérise ces limites. Voilà. Pour que je montre que la mesure est invariante par mon flot, il suffit que je montre que quand je regarde I epsilon de qui appliqué à cette quantité-là, ça tend vers 0. D'accord ? Alors pourquoi c'est vrai ? Il y a pas mal de, c'est pas très surprenant. On dérive cette quantité, on voit arriver le gradient lambda j jusqu'à le gradient xa. D'accord ? Donc quand je calcule I epsilon de d sur ds de Aron phi 1 s qui, je récupère moins epsilon. En fait, ce que je récupère, c'est exactement moins epsilon qui de t a pris contre la dérivée de w epsilon. Il y a plusieurs façons. Il faut calculer, mais si vous dérivez psi epsilon, vous voyez arriver l'équation. Vous avez des t psi epsilon, donc vous voyez arriver des lambda j. Il y a un coût de calcul, et en fait, c'est exactement cette quantité-là qui sort. D'accord ? Si je remplace A ici par gradient lambda j scalaire gradient xa, j'ai le terme dominant de cette expression. Donc, hop, je passe ma dérivée là. C'est là où c'est agréable de moyenner. Et je récupère un grand taux de epsilon. Pour ceux qui ont l'habitude des mesures semi-classiques, si vous faites des mesures semi-classiques usuelles, vous récupérez du transport. Parce que ce qu'on dit, que quand je dérive d sur dt w epsilon, je récupère ce symbole-là, c'est du transport. Ici, je travaille en temps long, donc mon transport se transforme en de l'invariance. Alors, cette invariance, en fait, elle va entraîner que je crois que je fasse un dessin quelque part. Okay, j'ai une mesure qui est invariante par un flot qui est essentiellement des droites, comme ça, voilà. J'imagine que j'ai de la masse sur un petit, c'est près d'un xi 0, ici, voilà. Ok, si j'évolue, je l'ai fait évoluer, donc ça c'est au temps, mettons au temps t égale 0, je fais évoluer le temps, ou s, allez, s égale 0, s1, j'attends un peu, j'ai décollé, j'ai de la masse, j'ai de la masse, j'ai de la masse, j'ai de la masse, en prenant mes petits intervalles de temps. Ok, je sais que ma mesure, elle est de masse totale finie. À chaque fois, comme j'ai de l'invariance, j'ai la même masse. Donc finalement, quand je regarde la masse de mu autour de ces ensembles, j'ai un ensemble qui est infini. Okay, et donc je vais en déduire que ce n'est pas possible que j'ai de la masse sur la mesure si jamais j'ai gradient lambda j de xi 0 qui est non nul. Mon flot ici, si gradient lambda j de xi 0 est nul, je ne bouge pas. Donc je peux avoir de la masse qu'aux endroits où je ne bouge pas. Alors c'est le premier corollaire. La mesure de Wigner mutée, elle est à support au-dessus des points critiques de gradient de lambda j. Okay. Donc c'est vraiment au-dessus de ces points-là, et au-dessus de ces points-là seulement, que je peux trouver de la masse. Et c'est là où je vais étudier cette masse et voir qu'elle est absolument continue en x. Okay. Alors pour justifier mon dessin, là, comment je fais ? Je prends un point dans R2, essentiellement n'importe lequel, et je prends un xi 0 tel que le gradient lambda j de xi 0 soit non nul. Okay. Et je me débrouille pour prendre un petit voisinage de mon xi 0, et puis une suite de temps, telle que ma suite de temps tend vers l'infini, mais mes boules ici ne se rencontrent pas quand je fais évoluer mes boules. Ma boule est suffisamment petite pour que ça n'évolue pas. Voilà, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors je note pi étoile oméga muté, cette mesure, qui est une mesure positive, qui est une mesure sur l'espace des x, d'accord, qui a un borélien A associe la mesure par la mesure par muté de A croix oméga, et je regarde comment évoluent ces boules. Donc ces boules par
toutes ces boules B de x0R, B de x0, plus Sn gradient lambda j de xi0, de xi, pardon, parce que ça c'est xi qui est n'importe lequel, dans oméga. Toutes ces boules, elles ont la même taille. La réunion de ces boules, c'est une union disjointe. Donc, quand je prends l'union, j'ai l'union de ces boules. Ça va être la somme des mesures de la boule initiale, donc quelque chose d'infini. Et je sais que ma mesure est une masse totale finie, donc j'ai une contradiction. Du coup, je ne peux pas avoir de masse au-dessus d'un petit voisinage de xi0, là où xi0 est non nul. J'en déduis que ma mesure est concentrée sur les points critiques de gradient lambda j. Voilà. Alors maintenant, on veut savoir plus précisément ce qui se passe au-dessus de xi0. Donc on va faire une deuxième microlocalisation. Première, je rajoute la variable de moment. Deuxième, je rajoute une nouvelle variable que j'appelle état et que je prends dans R2 auquel j'ai rajouté une sphère à l'infini. D'accord ? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai mes points auprès d'un point xi0. Je vais faire un zoom, en fait, essentiellement à l'échelle epsilon. Donc je vais regarder ce qui se passe dans des boules de taille epsilon, et quand je fais mon zoom, ma nouvelle variable qui mesure la distance par rapport au zoom, c'est la variable état. Et donc j'ai ce qui est à distance infinie, c'est-à-dire ce qui est au-delà de ces boules de rayon epsilon, ce qui est à distance finie, donc qui est dans des boules de rayon epsilon. Donc pour prendre en compte l'infini, je prends un état qui va être dans R2 bar. Ça veut dire que mes observables, ça va être des fonctions qui vont prendre en compte l'infini. Pour prendre en compte l'infini, je prends des fonctions homogènes de degré 0 dans la dernière variable. Voilà, il y a une fonction homogène de degré, une fonction sur la sphère finalement, telle que ma fonction test, qui est une fonction de x xi état, une fonction c infinie de ces trois variables, eh bien, elle va coïncider dès que état est assez grand avec une fonction sur la sphère. C'est une façon, c'est plus fort qu'être homogène, mais finalement ça me suffit. D'accord ? Et puis, dans les variables x xi, je veux rester dans mes observables que j'ai définis là. Hein. Pourquoi j'ai mis un t? C'est x. Oui, si là c'est un t, là c'est x xi. D'accord ? Pas de t là. X xi, ok. Et donc mes x xi sont un support compact et je suppose que ça se fait uniformément par rapport à état pour ne pas avoir de considération vaseuse. Et le bilan, c'est que si je prends une fonction qui est juste une fonction à support compact en x xi, eh ben, c'est un élément de ma classe de symboles grand A, tout simplement parce qu'elle est constante en oméga. Donc son A infini, c'est juste A de x xi. Okay, donc ma classe de symboles, elle est plus large, mais elle contient mes symboles initiaux, qui étaient ces fonctions à support compact en x xi. D'accord ? Voilà. Et alors, je vais associer à mes observables à trois variables, là, ce que je vais appeler un observable à deux échelles, c'est-à-dire une fonction que je note à epsilon dièse de x xi, qui est a de x xi, xi moins xi0 sur epsilon. Là, vous voyez l'effet de zoom. D'accord ? Ma variable état, c'est justement xi moins xi0 sur epsilon, je regarde, elle est là-dedans. Okay. Donc si état est beaucoup plus grand que 1 sur epsilon, je sors de la boule. Si état est plus petit, je suis dans le... Donc ce qui est intéressant avec ces observables, c'est qu'on peut regarder l'action des transformés de Wigner sur ces observables à deux échelles, et ce qu'on avait observé, enfin ce que Francis Nir et moi-même on avait observé dans les années 90, c'est que on peut regarder l'action de la transformée de Wigner là-dessus, hein, et c'est une action ça nous donne une distribution qui est bornée. Hein. Donc on peut ensuite passer à la limite, et ça nous définit une bonne classe de transformation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer... Hein, je voulais dire quelque chose sur ce qui se passe en x, j'ai dit je vais regarder ce qui se passe en x xi, et maintenant je vais regarder ce qui se passe contre ces machins-là, a de xi état. Donc voilà, je complexifie un peu mon problème, je fais une deuxième microlocalisation, mais je vais pouvoir dire des choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Je vais pouvoir dire que quand je regarde l'action, la transformée de Wigner sur ces observables à deux échelles, quand je passe à la limite, il y a essentiellement deux parties qui vont apparaître. Une partie qui est décrite par un profil, c'est une fonction phi. Une fonction phi qui est une fonction continue de R à valeur dans L2, qui est parfaitement identifiable parce qu'elle vérifie une équation qui est une équation de masse effective.
Enfin, c'est comme ça qu'on la trouve nommée dans la littérature. Okay. Elle est reliée à la donnée initiale u epsilon 0 par simplement le fait que la donnée initiale de mon équation de masse effective, c'est une limite faible de cette suite exponentielle i sur epsilon xi 0x, u epsilon 0 de x. Donc ça, c'est le premier objet. Là, j'ai été un petit peu violente. Hein. J'ai mis a de x xi 0d, donc c'est l'opérateur pseudo-différentiel de symbole a de x xi 0 xi. Bon, si vous n'aimez pas les opérateurs pseudo, vous oubliez le x et vous pensez que c'est un multiplicateur de Fourier. L'idée, c'est qu'on mélange les deux. On peut l'écrire autrement, c'est quand même assez pratique de l'écrire comme ça. Ce que vous voyez, c'est que cette partie-là, c'est à quelque chose, si je développe mon calcul, d'ailleurs je devrais le faire, parce que sinon on n'y voit rien. Si je regarde ce que c'est, là, ce a de x xi 0d phi de t, phi de t, ce truc-là, c'est d'abord l'opérateur, là, a de x plus y sur 2 xi 0 xi, exponentielle. Donc ça, c'est le noyau de mon opérateur a de x xi 0d. Okay. Je l'applique à phi de y, et puis je le teste contre phi de ty, phi bar de tx, dx, dy, dxi. Okay, donc ce truc-là, je peux le voir comme l'action de A contre une mesure. Je vais l'appeler mutilde. Et cette mesure mutilde T, qu'est-ce que c'est? C'est un Dirac en xi 0. Et puis, et quelque chose qui va être absolument continu par rapport à dx. D'accord. Oui, alors c'est pas ça que je veux dire. Imaginons que je prenne a de xi eta, qui est un symbole test usuel, a de x xi, parce que c'est cela qui m'intéresse. Donc là, je n'ai pas le d, justement. Donc là, ça s'en va. J'ai juste la multiplication par a de xi 0, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai mon phi de tx au carré dx. Et ce que je trouve, c'est que cette partie de la mesure, c'est juste un Dirac fois le module de phi de t de x au carré dx. Et ça, c'est absolument continu par rapport à dx. D'accord ? Donc quand je vous disais qu'à la limite, je récupère quelque chose qui est absolument continu, c'est parce que j'ai ça. D'accord ? Alors ce que me dit le théorème, c'est que si je prends un symbole général, là, j'ai deux objets. J'ai ce premier objet qui est absolument continu par rapport à la mesure de Lebesgue, donc celui que je veux, et j'ai un deuxième objet qui est une mesure, décrit par une mesure sur la sphère. Ça, c'est ce qui prend en compte ce qui se passe à l'infini. D'accord ? À l'échelle 1 sur epsilon. Mais cette mesure, elle est invariante par un flot. Par un flot en x sur x, l'espace des x oméga. L'oméga, c'est la variable de la sphère. Ce flot, c'est encore un transport en x suivant une direction qui est donnée par l'application de la hessienne de lambda j en xi 0 au vecteur oméga. Donc j'ai encore une invariance le long de ces droites, et ça veut bien dire que si cette quantité-là est non nulle, et bien comme ma masse est toujours de masse finie, elle est nécessairement nulle. Donc si jamais ma hessienne est non dégénérée, ce terme-là disparaît, et j'ai juste ce terme-là qui est absolument continu. Donc mon analyse à deux échelles me permet de dire que au-dessus de point xi 0, la masse de la mesure, elle est en fait juste décrite par la solution d'une équation de masse effective. Alors, si on repense aux travaux de Grégoire Haller et de Andrei Platnitsky, leur donnée initiale, c'était exponentielle moins i x xi 0 sur epsilon phi 0. Okay. Qu'est-ce que je fais, moi? Je dis j'ai un u epsilon 0 qui est sale, mais je le multiplie par exponentielle i sur epsilon xi 0x, donc je tue ça. Là, E, il tombe sur phi 0 de x, et ce qu'il voit arriver, c'est effectivement l'équation de masse effective. Et moi, je dis, mon analyse à deux échelles me permet de dire que même si le u epsilon 0 est sale, eh ben, il y a quand même un grand phi qui va me permettre de dire que ça se passe exactement comme dans leur papier. Okay. Sauf que je le dis juste pour la quantité quadratique, tandis qu'eux, ils disent plus, ils décrivent les choses pour tout t. D'accord ?
Voilà, alors dans le temps qui me reste, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est des objets de ce type-là qui sortent. D'accord ? Et voilà. Donc on va un petit peu regarder donc, pourquoi il y a un grand phi et un grand nu. Alors, ce qui est agréable dans cette affaire-là, j'ai dit que je faisais un zoom. Donc en fait, je suis en train de regarder des zones de proximité par rapport à xi 0. Donc est-ce que je vais essentiellement avoir 3 zones ? Je dirais il y a les choses qui sont loin de xi 0 à l'échelle O de 1. Donc les choses qui seraient dans une boule de rayon delta. Donc ça, c'est un delta. Okay, là, je suis à l'échelle macroscopique, dans un sens. Je suis loin. Donc ça, je le mesure en appliquant une fonction, donc une fonction qui est comment cette fonction qui, je l'ai pris, elle vaut 1 au milieu et 0 après. Donc ça s'appelle xi, module de xi. D'accord, là, je vaux 1. Et ensuite, le qui est nul. Et j'ai mis comme borne 1 et 2. Voilà, donc j'ai cette fonction qui me sert à trier mes zones. Première zone, je multiplie par 1 moins qui de xi moins xi 0 sur delta. Je suis loin de xi 0 à l'échelle microlocale. Dans la variable xi, mon delta, c'est un delta qui va tendre vers 0. Voilà. Je suis à l'extérieur de cette boule de rayon delta. Okay. Ensuite, j'ai une deuxième zone qui va être, je suis dans une espèce de tranche qui est entre R epsilon et delta, une couronne centrée en xi 0 avec deux zones plus grandes, voilà, et puis deux rayons. Le petit rayon, c'est epsilon R et delta. Et ce sont des choses qui sont relativement proches, puisque epsilon est petit, relativement proches de xi 0, mais loin par rapport à l'échelle 1 sur epsilon. Parce que mon R, il est plus grand que 1, et mon grand R, il va tendre vers l'infini. D'accord ? Deuxième zone. Troisième zone, eh ben, je suis dans ces boules de centre R, de centre xi 0 et de rayon R epsilon. Je suis à une distance exactement epsilon de xi 0. Donc je décompose mon observable à 2 échelles en la somme de 3 termes. Le terme rouge, c'est tout ce qui est très loin. Le terme rose, c'est ce qui est dans la couronne. Et le terme marron, c'est ce qui est près. Le marron, il va donner le phi. Le rose, il va donner le nu, parce que je les ai mis en rose et en marron sur le transparent d'avant. Okay ? Voilà. Alors, celui-là, il ne contribue pas. Pourquoi il ne contribue pas ? Parce qu'on a dit que la mesure, elle était localisée au-dessus de xi 0. D'accord ? Là, je me passe à une distance, je suis relativement loin. Okay, mais si jamais mon A ne voit pas d'autres points critiques, le seul endroit où il peut avoir de la masse, c'est au-dessus du xi 0. Comme je ne vois pas les autres points critiques, eh ben, ce terme-là, il ne va rien donner quand je passe à la limite. Ce que je veux dire par là, c'est quand je calcule I epsilon de A epsilon dièse delta en haut, là, ça va tendre vers 0, parce que je sais qu'il n'y a pas de masse au-dessus de xi 0. Donc celui-là, je ne le vois pas. C'est pour ça que dans mon théorème précédemment, il n'y a pas de terme rouge, il n'y a pas de terme qui correspondent à mon symbole. Voilà, donc les seules contributions que je vais avoir, elles viennent de celui-là, le premier et le deuxième. Alors, on va les regarder. Donc là, je définis une fonction, grand phi epsilon, qui est exponentielle, moins i sur epsilon t lambda j de xi 0, plus i sur epsilon xi 0 x, u epsilon. Donc là, vous voyez arriver les oscillations qui m'intéressaient. Mon phi epsilon de 0x, c'était le phi epsilon 0 de mon théorème. D'accord ? Mon phi 0, ici, c'est la limite de cette quantité. Et donc, c'est une limite faible de phi epsilon 0. Okay ? Ensuite, je calcule. Je regarde l'équation vérifiée par ce phi epsilon. En fait, ici, j'ai juste ce qu'il faut pour me retrouver à faire des développements de Taylor, parce que quand je dérive en t, je vois arriver lambda j de xi 0. Puis quand je dérive en t u epsilon, je vois arriver lambda j de epsilon d. Donc, je fais des développements de Taylor. Il se passe juste ce qu'il faut. En fait, c'est un carré. Là, je crois qu'il y a une faute. C'est epsilon carré. Et du coup, donc il me sort 1 sur epsilon carré. Okay, et puis, je pousse mon développement de Taylor. J'ai un lambda j de xi 0 plus epsilon d, mettons, moralement. Le gradient, il est nul, donc je retombe avec un terme en carré. Voilà, et le terme d'ordre 2, c'est celui-là. C'est mon équation de masse effective si je passe à la limite faible. Okay, donc ce phi epsilon, ce grand phi epsilon, c'est finalement l'objet qui va nous intéresser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexprimer l'action de la transformée de Wigner contre ce symbole qui a été tronqué dans cette zone, la petite zone, ici, en fonction de phi epsilon. Alors ça, c'est un calcul.
Et on se retrouve avec donc, un opérateur pseudo-différentiel que je n'ai pas explicité, qu'on applique à phi epsilon contre phi epsilon. Cet opérateur-là, donc si je suis à support compact à delta R, il est à support compact dans la dernière variable, état. D'accord ? Donc cet opérateur-là, il est très très gentil. Il a support compact en X, il a support compact en état, il a support compact ici, mais ici on s'en fiche finalement. Parce que ici, comme là je suis à support compact, mon epsilon d, il ne compte pas. D'accord ? Donc je me ramène à l'action de cet opérateur pseudo-différentiel qui a un symbole qui a support compact, donc il est compact. Son noyau est hyper régulier. Et il est dans la classe de Schwartz, etc. Et voilà. Et donc on a un joli opérateur compact. Je fais agir un opérateur compact sur un truc qui a des limites faibles, donc modulo abstraction d'une sous-suite. Cette affaire-là va tendre exactement vers ce que j'ai écrit ici, A de xi0d, phi de t, phi de t. Alors ça, c'est je fais tendre. Donc je prends ma sous-suite pour la limite faible des phi epsilon. Ma sous-suite, c'est epsilon n. Je fais tendre n vers l'infini, moralement, c'est epsilon vers 0. Okay. Donc epsilon vers 0, j'ai mon opérateur compact qui agit sur ma suite qui a une limite faible, donc voilà, j'arrive là-dessus. Ensuite, je fais tendre le R vers l'infini. Donc ma boule, elle devient énorme, et mon delta vers 0 pour ne pas voir mes fonctions à moins qui se promènent encore, et j'arrive exactement sur la première quantité du théorème. Alors, la deuxième quantité, qu'est-ce qui se passe? La deuxième quantité, va falloir regarder les propriétés de cet observable. Quand je le dérive en x et quand je le dérive en xi, cet observable, je gagne toujours quelque chose. C'est-à-dire que dès que je dérive en xi, si vous vous souvenez, c'est a de x xi moins xi0 sur epsilon. Oui, alors je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Il manque un epsilon. Il faut que je mets un epsilon ici comme j'ai mis là. D'accord? Quand je le regarde en epsilon xi, ça me fait epsilon xi moins xi0. Et ensuite, j'ai ma fonction qui, là, mon 1 moins qui plutôt, qui me concentre dans la couronne. Donc, dans la couronne, c'était xi sur R. D'accord? Donc, je mets un petit epsilon là-haut et je regarde l'évolution quand je dérive en x et en xi. Je vois que soit je gagne des puissances de epsilon, par là, quand je dérive ici, soit je gagne des puissances de 1 sur R. En tout cas, je gagne toujours de la petitesse. Et alors là, je me dis, c'est exactement comme quand je fais de l'analyse semi-classique. Quand je dérive mon symbole usuel A de x xi, puis que je le quantifie en epsilon xi, parce que finalement, c'est ça qu'on fait, je gagne des epsilon bêta. Donc finalement, là, ok, d'accord, je n'ai pas que du epsilon bêta, j'ai du R puissance moins bêta. Mais comme je fais tendre mon R vers l'infini, c'est quelque chose qui est petit. Donc tout va se passer comme pour la définition des mesures de Wigner. Voilà. Donc moralement, les arguments de Lyons-Paul et de Gérard d'un côté marchent pareil. À la limite, je vais récupérer quelque chose qui dépend que de A infini, parce que finalement, quand mon R devient très grand, cette troncature, c'est xi moins xi0, pardon. Cette troncature dans la couronne, je suis au-delà de la couronne. Je ne suis pas dans la couronne, je suis au-delà, je suis à l'extérieur de la couronne. Non, je suis dans la couronne, mais je suis au-delà de R epsilon. Et cette troncature va faire que là-dedans, en fait, mon xi moins xi0, il est plus grand que R. Et donc là, je peux mettre un infini dès que R est assez grand. Du coup, ça dépend que de A infini. Et on peut montrer de la positivité en jouant sur le fait que dans ce qui est sous-jacent là-dedans, c'est quand je fais mon calcul symbolique, je fais du gain. Donc quand je fais mon analyse semi-classique, j'ai un gain epsilon bêta plus R moins bêta. Et donc je vais gagner de la positivité parce que je vais avoir des arguments. Je vais gagner que si j'ai un symbole positif, la limite est positive en premier ordre. Voilà. Donc c'est bien une mesure. Et l'invariance, elle se montre de la même manière. Il faut calculer, de la même manière que pour la mesure la mesure de Wigner, la première étape. J'étudie ce qui se passe. Bon, c'est un peu plus lourd que dans le premier cas. Il faut faire du calcul, il faut calculer proprement. Et on arrive à montrer
qu'il y a de l'invariance. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? Que si jamais ma hessienne elle est dégénérée, eh ben, je peux me débrouiller pour trouver des données telles que, eh ben, alors, dans mon théorème, ce bout-là, je peux explicitement montrer qu'il est non nul. C'est bête, hein, c'est-à-dire que je vais prendre le potentiel nul, je vais dire que la hessienne est nulle, je calcule explicitement, je prends une donnée pour laquelle il y a les deux objets, cet objet-là qui est important, et j'arrive à montrer que pour ces données-là, voilà, ça reste. Donc ce terme-là, qui ne reste pas sous ces hypothèses, il peut rester quand la hessienne est non dégénérée. Donc ce qui s'observe pour les données bien préparées d'Haller et Piatnitsky, c'est important d'avoir des données bien préparées, parce que ça peut ne pas arriver si le U-0 est trop sale. D'accord ? Alors, ça peut ne pas arriver si le Y0 est trop sale et si on perd cette hypothèse. Alors, ce qui est agréable, c'est que c'est une hypothèse qui n'est pas sur la donnée, mais qui est une hypothèse sur la structure de l'équation. Si la hessienne est non dégénérée, je peux avoir des phénomènes de concentration. Je perds ma jolie propriété que ça se diffuse si j'attends suffisamment longtemps, ça devient absolument continu. Je peux avoir des trucs qui restent focalisés en un point. Et avoir des phénomènes comme ça. Voilà. Alors après, on avait envie de faire plein de choses avec mon ami Fabricio. Parce qu'effectivement, comme vous m'aviez fait remarquer, ce que les physiciens aiment bien faire, c'est calculer ce qu'ils appellent les quantités macroscopiques, c'est-à-dire qu'on fait évoluer sur un grand temps, et puis ensuite on fait tendre le temps vers l'infini. Donc voilà, la conductivité en particulier, ça se définit comme ça. Il faut que j'aille travailler, voilà, là, je ne suis pas très au clair là-dessus, hein, je ne vous le cacherai pas. Mais il y a des quantités qui sont intéressantes pour l'évolution de l'équation de Schrödinger dans des réseaux qui se calculent de cette manière-là. Et c'est un angle d'approche qui me paraît intéressant. Donc ça, c'est la première chose qu'on a envie de faire. Après, bon, je me suis mis en dimension 2 parce que c'est ce qui est le plus pertinent finalement. En dimension 2, je me retrouve avec un Dirac au-dessus des points du réseau. C'est assez sympathique. Voilà, donc ça me semble le cas naturel, mais on peut faire d'autres choses. Enfin, on peut s'amuser à jouer. On peut s'amuser à jouer sur les échelles, là, epsilon carré devant le dt, on peut mettre epsilon bêta. Enfin, on peut faire plein de trucs si on a envie. Le lien avec la physique, à mon avis, est pertinent surtout en dimension 2. Ensuite, on a pris une bande de blocs isolés. Okay. Ce qui est intéressant et ce qui est pertinent, ce serait de regarder ce qui se passe, ce qui serait vraiment quand il y a deux bandes qui se croisent. L'approche qu'on développe, elle est assez générale pour mon avis, j'ai bon espoir qu'on soit capable de dire quelque chose quand on a des bandes qui se croisent et avec une intersection conique, en particulier dans le graphène. En fait, ces travaux que je vous expose, ils sont nés de conversations avec Gianluca Panatti qui s'intéressait à des problèmes sur le graphène. Et voilà, sauf qu'avant de regarder deux bandes, moi, il faut que je commence par regarder une bande. Et donc, avec Fabricio, on était assez contents de voir que l'analyse, l'approche qu'on a, essentiellement les idées que je vous ai données ici, elles sont contenues dans des travaux qu'on a menés avec Nalini Anantaraman et Fabricio, où c'est des histoires sur le torque, d'analyse sur le torque. Voilà. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les objets qu'on a développés dans le cadre du torque, c'est une analyse qui est assez lourde et assez technique, et finalement, dans ce cadre-là, qui est intéressant, puisqu'il y a des gens qui s'y intéressent, hein, et puis pas n'importe qui, elle donne des résultats de façon relativement simple, en tout cas beaucoup plus simple que ce qu'on a fait sur le torque. C'était un exercice, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous le raconter aujourd'hui, et je vous remercie pour votre attention.